L'invité de BFM Business, Emmanuel Dutheil. Allez, vous êtes sur BFM Business et nous sommes avec Xavier Hofer. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes criminologue. Ensemble, on va bien évidemment revenir sur ce qui s'est passé hier soir aux États-Unis, à Boston. Je cite peut-être déjà votre tout dernier livre, Géopolitique de la mondialisation criminelle, la face obscure de la mondialisation. C'est un livre qui a été publié aux éditions PUF. Alors, même si les images n'ont rien à voir, le choc provoqué hier soir nous a sûrement tous fait penser à ce qui avait pu se passer déjà aux États-Unis au 11 septembre. Pour autant, Barack Obama n'a pas voulu utiliser, lui, le mot d'attentat, d'acte terroriste hier. Pourquoi cette précaution verbale de la part du président américain, alors que certains dans l'administration, sous couvert d'anonymat derrière, eux, ont dit carrément « oui, c'est bien une attaque terroriste ». Alors c'est plus qu'une précaution, et c'est même ça qui fait peur. Nous sommes plus de 11 ans après le 11 septembre. Sans doute 1000 milliards de dollars ont été dépensés au cours de la décennie passée pour le renseignement et singulièrement bien sûr sur le renseignement antiterroriste. Et voilà le président des États-Unis amené à arriver à la télévision et à dire qu'il ne sait rien. Vous vous rendez compte de l'échec absolument abominable? Sans doute une opération comme celle-là prend-elle des semaines, voire des mois à se préparer. Il faut acheter des éléments chimiques, il faut seul ou à plusieurs, car on ne sait pas pour l'instant. Si je vous comprends bien, Xavier Hofer, ça veut dire qu'au regard de toutes les sommes dépensées par les États-Unis pour se préserver, un tel événement ne devrait pas pouvoir avoir lieu? Sans avoir été détecté, non. Regardez ce qui se passe en Europe depuis plusieurs années. Chaque fois que se prépare un attentat islamiste, maintenant il est détecté. Ne croyez pas que s'il n'y a plus d'attentats, et notamment islamistes en Europe, c'est l'effet de la chance. C'est parce que dès qu'un terroriste met le pied au sud de l'Espagne, il est signalé jusqu'en Suède. Il y a un travail préventif, il y a un travail de renseignement, il y a un travail d'interception qui est fait en permanence. Et manifestement, ce travail n'a pas été réussi, n'a pas été accompli aux États-Unis, puisque non seulement... Ça veut dire que tout est toujours jugulable, parce que quand on regarde ce qui a pu se passer ces dernières années aux États-Unis, eux aussi, ils ont décelé de nombreux attentats, eux aussi ont réussi à en éviter plusieurs dizaines, le nombre est peut-être trop important, mais en tout cas on en connaît déjà quelques-uns qui ont réussi à ne pas avoir lieu parce que l'administration américaine les avait trouvés. Ça n'est pas vrai. Les 9 sur 10 des soi-disant attentats qui ont été déjoués étaient des provocations montées par les services de renseignement ou par les services de police des États-Unis, et donc ils avaient beau jeu de détecter quelque chose qu'ils avaient amorcé eux-mêmes. Mais quand ce n'est pas vous qui avez lancé l'affaire, quand ce n'est pas vous qui avez été voir des gens vaguement excités, vaguement fanatiques, en leur disant « si vous voulez des explosifs, on peut vous aider », et qu'après ça, bien entendu, vous découvrez les explosifs que vous-même vous avez fournis, c'est à peu près ça qui s'est passé en règle générale, eh bien, naturellement, vous avez un échec. Et ça veut dire que la façon dont travaillent les États-Unis n'est pas correcte, n'est pas efficace, n'est pas la plus efficace du monde pour essayer de lutter contre les attentats? La preuve, si jamais la préparation d'un attentat, je vous dis pour un individu ou pour plusieurs individus ensemble, c'est des semaines ou des mois de travail. Les gestes qui doivent s'accomplir, les matières qui doivent s'acheter, les produits chimiques, les produits électriques pour faire le détonateur, tout ça laisse des traces, et des traces importantes. Et apparemment, et concrètement, rien de cela n'a été détecté puisque les bombes ont pu exploser. On aurait arrêté les individus au moment où ils s'apprêtaient, l'individu ou les individus au moment où ils s'apprêtaient à poser les bombes. C'était déjà un demi-échec, parce qu'il faut intervenir le plus en amont possible. Mais là, c'est vraiment inquiétant. Ce qui veut dire que d'autres attentats peuvent se produire comme ça aujourd'hui aux États-Unis. On va re-rentrer dans une psychose assez importante, Xavier Hofer. Nul n'est naturellement en mesure de le dire. On ne fait pas de boule de cristal, nous constatons des choses qui se sont produites. Là, ce qui s'est produit à l'heure actuelle est cela, qu'un individu ou plusieurs, un petit groupe ou même un groupe important ont pu préparer des attentats et à l'acte, faire exploser des bombes dans une foule réunie Mais pour un... comment vous expliquez que les États-Unis n'aient pas trouvé le bon dispositif, le bon moyen? Si en tout cas on va dans votre sens. Je ne l'explique pas, je le constate.
La preuve, c'est que les bombes ont explosé. Alors maintenant, la première idée, la première piste qui vient à l'esprit est l'espèce de fétichisme de la technologie aux États-Unis, qu'on met tout dans les ordinateurs, qu'on fait des matrices, qu'on fait des choses comme ça, et à la fin, ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain, ça n'est pas contrôlable. C'est-à-dire qu'on a oublié le réel d'une certaine manière. On est trop sur la cybercriminalité et pas assez sur la véritable criminalité. Le mot n'est sûrement pas beau, mais... Tout ne peut pas se contrôler dans un pays, en France pas plus qu'ailleurs, à partir de la surveillance de Facebook ou de Twitter. Voilà la réalité. Mais c'est vrai qu'on se dit que ce qui s'est passé hier soir à Boston, ça paraît sur le papier, même si les éléments que vous avancez sont totalement compréhensibles, tellement compliqués à juguler. C'est-à-dire qu'on est sur un événement de foule extrêmement important, 250 000 personnes au bord des routes. On ne peut pas vérifier les sacs de tout le monde. On ne peut pas faire attention à tous les sacs posés au hasard parce que par définition, on est dans un marathon. Donc tout le monde pose son sac quelque part et peut-être à l'emporte-pièce. Est-ce que aussi le lieu qui a été choisi pour faire ces attaques n'était pas le plus difficile pour des services de sécurité à sécuriser ? Ça n'est pas naturellement ça qu'il faut surveiller. Ce sont les individus qui sont susceptibles de passer à l'acte. Le 11 septembre 2001, ça n'est pas tous les personnels et tous les passagers qui étaient dans les aéroports new-yorkais qu'il fallait contrôler, ou les aéroports de Boston ou autres, c'était les 19 ou les 20 individus qui se préparaient à passer à l'acte. Vous savez, on ne peut pas faire de sport, on ne peut pas faire de commerce, on ne peut pas faire de transport à l'intérieur d'un coffre-fort. C'est impossible. Et donc, ce ne sont pas les lieux eux-mêmes qu'il faut contrôler, mais les individus susceptibles de passer à l'acte, en sachant que naturellement, ces individus-là, ils ont le choix libre de leur cible, mais qu'à partir du moment où ils ont choisi une cible, c'est la même chose quand on prépare un braquage ou quoi que ce soit, il y a des actes, il y a des gestes, il y a des choses qu'on est forcé de faire. Autrement, l'acte ne se fait pas, la bombe ne se prépare pas. C'est ça qu'il fallait déceler, et c'est cela qui ne l'a pas été. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un renforcement d'après vous, en tout cas vous appelez de vos voeux à un renforcement de la sécurité, des moyens de détecter aux États-Unis. Si je vous écoute, j'ai envie de dire il faudrait que le patron de la CIA ait déjà démissionné ce matin en guise d'aveu d'une certaine manière d'échec. Non, c'est pas la CIA, c'est Homeland Security et le FBI. Quand ça se passe à l'intérieur des États-Unis, c'est la police fédérale intérieure qui est une importante direction antiterroriste et le ministère de l'Intérieur qui a été créé après le 11 septembre, Homeland Security, qui s'occupe de ces affaires-là. Il faudrait les foutre à la porte, oui, très certainement. Enfin, leurs dirigeants en tout cas, parce que c'est un échec énorme. Vous vous rendez compte ? J'insiste, depuis le 12 septembre 2001, sans doute 1000 milliards de dollars ont été dépensés, 80 milliards par an direct pour le renseignement, plus les petites choses à droite à gauche, plus que le Homeland Security, plus le FBI, plus ci, plus cela, sans doute 100 milliards par an, 1000 milliards, 1100 milliards au bout de 11 ans dépassés, et rien de cela n'a servi à détecter un attentat, lequel a été suffisamment bien préparé pour tuer des gens, quoi, et en blesser abominablement, semble-t-il, une centaine, avec des membres, je lis les journaux, qui volaient au-dessus de la foule. C'est un massacre. Oui, c'est sûr que la situation et les images qu'on a pu voir étaient extrêmement dures. Alors, parmi les gens qui pourraient se cacher derrière, pour le moment, on n'a aucune indication. On fait uniquement des supputations. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu deux pistes qui sont malgré tout mises en avant. Soit la piste du terrorisme islamiste, piste que l'on met généralement en avant dans ce genre d'aventure dramatique, ou peut-être la piste de l'extrême droite, ou en tout cas la piste intérieure aux États-Unis. D'après vous déjà, quand on regarde un petit peu ce qui a pu se passer, la typologie de l'événement hier soir à Boston, est-ce qu'il peut y avoir une piste privilégiée, Xavier Hofer ? Évitons de remplir de l'espace en évoquant des choses dont nul ne sait rien. À l'heure actuelle, nul ne le sait. Tout ce que je peux vous dire, et là c'est une certitude, c'est que à fur et à mesure où les années passent, et même dans un contexte qui est couronné de succès modestes, comme celui de la lutte antiterroriste des États-Unis, où ça marche quand on provoque soi-même, mais autrement la bombe explose, comme on l'a vu, les attentats organisés, ceux montés par des sociétés criminelles ou des groupes terroristes deviennent de plus en plus difficiles, et
tout se passe ces dernières années comme si on revenait d'actes collectifs à des actes individuels, c'est-à-dire à des individus qui mûrissent dans leur tête quelque chose, qui sont parfois à la limite de la pathologie mentale. On pense à Breivik et aux attentats de Norvège, on pense à Mohamed Merah, des individus comme ça, qui peuvent avoir autour d'eux un ou deux proches qu'ils ont réussi à entraîner dans ce que la psychiatrie appelle un délire à plusieurs, c'est-à-dire qu'on se met à 2 ou 3, mais naturellement un délire à plusieurs, on n'est pas dans une logique de réseau, on est plutôt dans une espèce de logique de micro-secte, avec des individus qui, pour employer une expression familière, montent le bourrichon les uns les autres, et après ça, une bombe ou deux bombes explosent. Donc le terrorisme collectif, au fur et à mesure des années, devient de plus en plus difficile à pratiquer. Pendant des années, la logique des services de renseignement et des services de police, c'était le collectif, le crime organisé, les réseaux terroristes. Et là, je crois qu'il faut qu'ils reviennent vers une logique d'observation plus fine des individus perturbés. Est-ce que ça ne rend pas aussi le travail encore plus compliqué, même si vous nous disiez au début d'interview, il y a d'une certaine manière la possibilité de tracer tout le démarrage, toute la préparation d'un attentat, mais quand c'est un homme isolé qui peut agir un peu tout seul dans son coin, même si pour le moment on n'a aucune piste. C'est pas plus difficile. Si vous me donnez une minute, je vous explique le cas de Breivik en Norvège. Voilà un homme qui, d'une part, crée une fausse société agricole, juste du papier en tête, avec laquelle il va acheter des engrais qui peuvent servir d'explosifs. Voilà quelqu'un qui s'inscrit à un club de tir dans lequel il ne met pas les pieds et qui après ça peut acheter des armes à feu. Voilà un homme qui en même temps tient un blog où il tient des propos délirants du style « la catastrophe est imminente, il faut agir », etc. Quand vous mettez les trois éléments en bout de piste et vous les regardez les uns que les autres, voilà quelqu'un qui, à partir du moment où il a acheté des engrais qui peuvent servir d'explosifs et des armes à feu, il prépare un attentat. La triangulation n'est pas si difficile que ça à faire, mais ça, les machines ne peuvent pas le faire parce que ça nécessite quelque chose qui s'appelle un cerveau humain, donc moins de high-tech sans doute et plus au sommet d'intelligence humaine pour maîtriser ces phénomènes-là. Le fait que cet attentat se soit passé à Boston, aux États-Unis, est-ce qu'on peut y déceler quelque chose derrière? Parce que c'est vrai que on aurait pu se dire c'est pas New York, c'est un petit peu moins emblématique, c'est certes une ville connue par tout le monde. Est-ce que c'est la ville qui aurait pu être choisie ou est-ce que c'est l'événement qui fait que ce marathon, de toute manière, c'est malgré tout très compliqué à Ça n'est jamais comme ça que ça se passe. C'est toujours beaucoup plus prosaïque. Le 11 septembre a eu lieu le 11 septembre 2001 parce que le ciel était dégagé, parce que naturellement aucun de ces apprentis pilotes n'avait appris à piloter aux instruments et donc le critère qui rendait l'attentat possible, c'était que le ciel soit clair pour qu'ils puissent piloter l'avion direct sur les tours à l'œil nu, parce qu'ils ne savaient pas piloter dans le brouillard ou aux instruments. Donc là, ça sera sans doute au bout du compte quelque chose de beaucoup plus prosaïque, du style « j'habite à Boston, je fais ça en bas de chez moi ». C'est peut-être ça, tout simplement. Et il n'y a rien à chercher après dans l'interprétation de la date. C'est vrai qu'hier c'était le Patriots Day aux États-Unis, jour férié dans l'État de Boston. Et c'est en cela où certains mettent en avant peut-être une possible piste un peu plus américaine, un peu plus d'extrême droite. C'est parce qu'il y a une sorte de concomitance, il y aurait en tout cas une sorte de concomitance de la date avec un éventuel événement historique, puisque... Toutes ces supputations-là, au cours de l'histoire des 30 dernières années, Copernic, Toulouse, etc., ont toujours été fausses. C'est-à-dire que les gens se font plaisir en avançant des petites idées comme ça en l'air, mais la réalité... elle est irrémédiable, à savoir qu'à la fin du compte, elle finit par éclater, et à ce moment-là, on s'aperçoit que c'était pas ça. Alors, je ne vois pas pourquoi quelqu'un dans la logique des milices aux États-Unis, etc., pourquoi le jour où justement on fête le patriotisme, c'est là où on commençait... C'est le jour où les Américains ont remporté des batailles extrêmement importantes. Mais pourquoi frapper ceux-là? Voilà, malheureusement pas plus de réponses. C'est vrai que c'est aujourd'hui les pistes que l'on peut voir évoquées dans la presse américaine, qui elle-même aujourd'hui s'interroge beaucoup, cherche, et on sent... aux États-Unis, mais c'est très clair aussi dans ce que vous dites, Xavier Hofer, quand on lit la presse américaine aujourd'hui, il y a un doute, il y a une
peur du repli sur soi après ce genre d'événement. Et c'est pas le repli sur soi, quoi. Naturellement, c'est une puissance commerciale, donc ils ne vont pas se replier sur soi. Il y a sans doute en train de monter aux États-Unis une espèce d'indignation, en disant mais à quoi ça sert tout l'argent qu'on a dépensé, tous les efforts qu'on avait pour qu'on ne soit pas capable de détecter et de déceler de tels actes. Il peut y avoir l'autre côté aussi, le côté un peu inéluctable. C'est-à-dire, on aura beau mettre tout l'argent que l'on veut, quand on est le pays le plus visé au monde par d'éventuels attentats. Vous vous rendez compte que depuis 10 ans, quand même, chaque fois qu'on veut mettre les pieds aux États-Unis, on est obligé de prévenir dans ces mois d'ESTA et tous les papiers qu'il faut remplir, etc. Tout est contrôlé, les conteneurs sont contrôlés, donc tout ce qui vient de l'étranger est contrôlé. Et là, brutalement, vous avez des gens qui, quand même, peuvent poser une bombe. J'imagine que tous les emails, à un moment donné, doivent être aspirés parce que ce qui passe entre le satellite et le sol, ça permet le contrôle, le flux qui monte et qui descend du satellite. Donc tout ça est aspiré. Vous avez des administrations entières comme la NSA qui font du renseignement électronique et à la fin, les bombes explosent quand même. Alors ça veut dire que le travail est mal fait, le job n'a pas été fait, si vous voulez. Ça, c'est clair. Et en quoi, vous disiez tout à l'heure au début de cette interview, d'une certaine manière, que le job est mieux fait en Europe? Pourquoi on est plus efficace? C'est-à-dire qu'on a moins basé notre recherche sur la high-tech et on a encore gardé des équipes à travers l'Europe pour véritablement filer les individus. En quoi, Xavier Hofer, ce serait mieux fait de ce côté-ci de l'Atlantique? Eh bien, pour une simple, vous savez, comme disait l'autre, la théorie se vérifie par la pratique. Je vous donne là les chiffres d'Europol, c'est-à-dire ceux qui font la collecte de toutes les informations sur le terrorisme au niveau des 500 millions d'Européens qui vivent dans l'Union européenne. Il n'y a plus d'attentats islamistes en Europe. Depuis 2009, en tout, il y en a eu 3. Ne comptons pas là-dedans, bien entendu, les actes individuels de personnages comme Merah ou comme Breivik, qui lui n'était pas du tout, islamiste, bien entendu, à l'inverse, mais qui sont dans une espèce de perturbation mentale quand même assez grave. Je parle de réseaux, je parle de filières, je parle d'Al-Qaïda. Si on remonte un peu plus loin, on a tous en tête Atocha en Espagne, on a tous en tête les attentats de Londres. C'est bien. On ne remonte pas très très loin quand même. Non, je dis depuis 2007. Ça a commencé à s'effondrer en 2006 et 2007. On parle des attentats réalisés ou des tentatives sérieuses. La bombe a explosé ou on retrouve la bombe au pied du mur. Il y en avait, entre les années 2006, 2007, 2008, entre 600 et 700 en Europe. La dernière année totalement décomptée. Pour 2012, c'est en cours parce que rassembler des chiffres en provenance de 27 bureaucraties différentes, ça n'est pas simple. Donc les chiffres, il y a quelques complications. Voilà. Ça vient, mais ça vient lentement. Alors là, on est à 2011, 174 attentats réussis ou entrepris. Et sur les 174 en question, 158 entre l'Irlande du Nord et la Corse. Il y a tellement peu d'attentats aujourd'hui en Europe qu'une nuit bleue de plus ou de moins en Corse fait bouger du simple au double toute la statistique européenne. C'est pratiquement un phénomène à l'agonie. Alors, il faut s'en féliciter. Bien entendu, ça ne provient pas du fait que les terroristes se soient découragés, mais aujourd'hui, entre la Corse et l'Irlande du Nord, vous avez 95%. Le reste, c'est un résultat dont il faut se féliciter. Sur les 500 millions d'Européens, aujourd'hui, 493 ou 494 millions sont à peu près hors terrorisme, ce depuis 3 ans. Ça ne vient pas tout seul. Il faut des fois agir comme nous agissons au Mali pour que les gens soient tenus à distance ou soient découragés de venir jusque chez nous. Mais le résultat, on a longtemps dit que Europol pataugeait, et bien maintenant c'est efficace et jusqu'à présent, il n'y a pas de victoire à 100% définitive, mais pour l'essentiel, on a réussi en tout cas à bloquer ces dernières années et on vient de voir que les États-Unis, eux, n'arrivaient pas encore à bloquer. Eh bien, merci beaucoup. Merci Xavier Hofer qui était notre invité dans cet invité sur BFM Business. Xavier Hofer, criminologue. Je cite votre dernier livre, Géopolitique de la mondialisation criminelle, la face obscure de la mondialisation. Au PUF, merci à vous d'avoir été notre invité.